Mais qu'est-ce qui se passe sur la Canebière? L'Olympique de Marseille, qui était si bien parti dans cette Ligue 1, qui enthousiasmait tous les observateurs de Ligue 1, c'était vraiment une équipe qui faisait l'unanimité dans sa manière de jouer, dans l'obtention un peu de ses bons résultats. Patine depuis un bon mois maintenant, j'ai envie de dire. Enfin, ouais, 2-3 grosses semaines, tant dans le jeu que dans les résultats. On va parler de la situation à l'OM, toujours avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Salut Maxime. Alors du coup, on va parler de l'OM. On a fait quand même pas mal, plusieurs vidéos sur la Ligue 1. On avait parlé notamment de Lille, lors de son départ un peu moyen. On en avait parlé. Lille, on va en reparler du coup dans cette vidéo parce qu'ils ont joué contre l'OM la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Mais tout d'abord, on va un peu présenter, poser un peu les bases de pourquoi on fait cette vidéo. On l'a dit, il patine, l'Olympique de Marseille, et ça se voit au classement. Alors qu'il tenait quand même bien la deuxième place depuis quelques semaines maintenant, un véritable dauphin du PSG. L'OM se retrouve cinquième du championnat avec 14 points, à 4 points déjà de Lens, deuxième, qui ont joué contre l'OM il n'y a pas si longtemps que ça, et qui se retrouvent du coup talonnés par des équipes comme Monaco, comme Lille, comme Lyon, qui avaient entre guillemets raté leur début de saison et qui avaient vraiment beaucoup de points de retard sur l'OM. Mais malgré ça, bah, on voit qu'une contre-performance couplée à deux trois petites victoires et l'OM peut glisser dans la deuxième partie de tableau parce que même le 11e qui est Rennes, bah, ils ont que 2 points de retard, quoi. Et Et Rennes du est coup. sur une bonne Hmm. dynamique. Et c'est ça, et Et c'est au Rennes est niveau de sur la une belle dynamique, dynamique. ouais. C'est au niveau des dynamiques parce qu'on voit bah, voilà, Monaco, Lille et Lyon et Rennes aussi sont sur des dynamiques vraiment ascendantes alors que Marseille est plutôt dans le on rame, tu vois. Là, je pense que la trêve internationale pour beaucoup de clubs, elle est arrivée un peu mal, ça va un peu casser peut-être des dynamiques. Pour l'OM, je pense qu'elle tombe bien, je pense, parce que même s'il y a des internationaux et que voilà, ils n'auront pas non plus tout le groupe pour travailler à l'entraînement, je pense vraiment que voilà, ça peut leur permettre aussi de souffler et de revenir après en mode ok. Là, on a eu 2-3 semaines là où on n'a pas arrêté de jouer, on a perdu un peu les pédales, on se reprend, on repose les bases. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que oui, tu as bien posé les bases et ensuite, en effet, il va falloir peut-être qu'il y ait certaines choses qui soient redites, aux entraînements, qui soient revues, peut-être au calme, sans avoir les matchs qui sont, 3 matchs par semaine, mine de rien, ça empêche un petit peu de bosser aux entraînements. Tu es dans l'enchaînement perpétuel, tu as pas trop le temps de te retourner sur tes performances. Donc là, la trêve va permettre de remettre les choses à plat et aussi, de recharger un petit peu les batteries parce que même si tu as pu faire un peu de turnover, là, les rencontres qu'il y a eu, elles ont quand même été assez exigeantes pour les joueurs. Donc on verra à la fin de la vidéo, je pense, le calendrier que l'OM va avoir, mais je pense avec le calendrier bien gratiné qu'ils vont se prendre, la trêve, arrive vraiment à point nommé. Bah, c'est ça. Alors, moi, je te propose de vraiment prendre comme point de départ dans un peu ce piétinement à partir de la victoire contre Monaco, qui avait été très convaincante le 11 septembre. Et à partir de là, ça a commencé. C'est là où ils sont rentrés vraiment dans leur période, dans la période de on joue tous les 3 jours, depuis 3 semaines. Et ça a commencé par le match nul au Lokomotiv Moscou. Voilà, un match nul qui n'est pas mérité, dans le sens où vraiment ils ont archi dominé et qui prennent ce but sur la seule frappe, la seule incursion de la seconde période des Russes, voilà, en toute fin de match, alors que l'OM avait vendangé certaines actions. Cependant, il s'était quand même bien rattrapé contre Rennes, avec une autre victoire convaincante, 2-0, un clean sheet encore une fois en Ligue 1, voilà, avec encore un but de Bamba Dieng et un but d'Harit. On va revenir sur le cas de ces deux joueurs. Et à partir de ce match contre Rennes le 19 septembre, il n'y a plus de victoire. Donc ça fait vraiment 3 semaines, voilà, entre 2 et 3 semaines là, où il n'y a vraiment plus de victoire. Donc on a un 0-0 à Angers, la défaite à domicile contre Lens, le match nul à Galatasaray, la défaite ce week-end à Lille.
Donc on Alors part moi, je sur pense ouais, que, voilà, déjà, il faut peut-être décorréler un petit peu chaque mauvais résultat parce que tous les mauvais résultats, là, de l'OM ces derniers temps ne résultent pas de mauvaises prestations. Je pense par exemple à l'Europa League où sur les 2 matchs, pour moi, ils sont très, très mal payés. Les 2 matchs, ils font preuve d'un poil plus haut de réalisme. Tu as déjà un Milik en forme dans tes rangs, tu gagnes les 2 matchs selon moi et du coup, on a peut-être pas cette discussion-là et il faut décorréler ça, ces performances-là, de la performance peut-être ratée à domicile contre Lens et la dernière qui est plus inquiétante à Lille. ouais, c'est ça. Là, bah, tu vois, Sampaoli, on connaît hein, les jeux des conférences de presse des entraîneurs et des joueurs et tout ça. Mais en soi, quand en sortie de match contre Galatasaray, il annonce, enfin, il admet que son équipe, elle aurait mérité d'avoir 6 points et pas 2. Il n'est pas dans le faux. Tu vois, enfin, quand Non, tu il est regardes pas dans le faux. les deux matchs nuls, ils sont vraiment maîtrisés. Et comme tu dis, c'est une affaire de réalisme. Bah ouais, en face, voilà, t'as une défense qui était bien regroupée. Toi, t'as manqué un peu d'idées parce que bah, t'as un Dimitri Payet un peu diminué. T'as Milik qui est parvenu. Donc, t'as une attaque encore un peu bricolée. Et ça passe pas, quoi. Alors, oui, c'est un match nul. Mais tu peux dire déjà que ces matchs nuls-là, les saisons précédentes, Marseille les perdait. Déjà. C'est ça et tu à ce constat-là, tu ajoutes le match à Angers où tu avais fait tourner. Angers qui a réussi un bon début de saison, mine de rien. Tu fais nul là-bas, donc est-ce que c'est un mauvais résultat? Est-ce que ça veut dire que tu es sur une mauvaise dynamique? Je suis pas sûr non plus qu'il faille le prendre, donc finalement, t'as pas tant de grosses contre-performances que ça, même si les points pris et les résultats ne sont plus bons. Ça reste à relativiser et je pense peut-être que oui, si on s'attarde plus sur le dernier match à Lille où là, c'est plus inquiétant, où c'est vraiment un non-match de Marseille qui ont été pris dans l'engagement et dans tous les domaines globalement. Ouais, c'est ça, c'est quand on met en dessous, hein, on met simple coup de mou ou vrai problème. On voulait vraiment faire aussi cette vidéo pour vraiment relativiser. Là, on entend tout le monde partout qui ont là, oh là là, Marseille, c'est fini, Marseille, tout ça. Enfin, calme. Enfin, on voit vraiment que 3 matchs de Ligue 1, ils ont pris que 1 point sur 9 possibles. Ils se retrouvent encore européens avec un match en moins. Donc, Oui, possiblement, ils peuvent encore remonter troisième devant Nice. Donc, oui et c'est puis je pas non précise plus, que on n'est pas non plus devant un cas où Marseille, ils sont 14e. Ah oui, ils ont fait 2 victoires en 2 matchs au tout début de saison, mais depuis, ça fait des matchs nuls un peu pourris. Non, calmos. Faut... C'est ils ont comme. joué ils ont joué ils ont joué Lens qui est quand même un gros poil à gratter. Lens a battu Monaco et Lille, hein, je précise cette année et ils ont joué au LOSC qui a fait une performance qui était quand même très, très intéressante contre Marseille, le meilleur match de la saison de Lille depuis le début. Donc à partir de ce constat-là, est-ce que tu peux vraiment dire, voilà, que oui, ils sont peut-être un peu moins en forme qu'au début de saison? Oui, ils ont peut-être eu moins de réussite parce que ça se joue quand même vraiment à ça aussi. Je trouve que c'est la réussite devant le but où en début de saison, ça rentrait quand ils frappaient. Là, tu sens qu'il y a un peu moins de réussite. Mais c'est oui, c'est là, tu viens de le dire, c'est difficile de vraiment dire que c'est mauvais et avec les matchs qui arrivent, ils vont avoir l'occasion de se refaire. Bah, c'est ce qu'on avait dit, on l'avait dit Mmh, en sortie un peu de ce match sur le compte Twitter du Club 115. C'est que d'un côté, tu avais Lille qui a fait son match référence de la saison. Et de l'autre côté, tu avais l'OM qui a fait son match référence, mais négativement. Donc vraiment, bah, du coup, quand tu mets les deux côte à côte, forcément, bah, t'as une énorme différence sur le terrain qui ne reflète pas forcément non plus la valeur des deux équipes intrinsèquement. C'est juste, voilà, bah, des matchs, des trous d'air, ça arrive. Ça arrivait sur certaines séquences contre Lens, ils étaient bien revenus, ils se font prendre la foudre après. Voilà, on sait de toute façon qu'une saison est longue, et voilà, ça arrive, tu vois. Donc, moi, je trouve que il faut pas non plus enterrer. Là, j'en vois beaucoup qui disent déjà Sampaoli, la méthode Sampaoli, c'est pas fait pour durer et tout ça. Et on n'est même pas au quart du championnat. c'est De ça, quoi on parle? c'est ça, c'est un petit peu débile et puis en plus, moi, je pense que les joueurs lui font vraiment confiance. J'ai entendu à droite à gauche que peut-être que les joueurs, s'ils se sentent pas bons dans le système Sampaoli et cetera, ils voudront peut-être probablement potentiellement la peau de l'entraîneur. Moi, je pense pas. Je pense que les joueurs, ils font une totale confiance à Sampaoli. Il a ramené beaucoup de mecs en qui il croit et je vois encore un groupe très uni. Ils ont le droit de faire des mauvaises performances et encore, du coup, on vient de le dire, il y a pas tant de mauvaises performances que ça. Après,
est-ce que c'est inquiétant justement peut-être de prendre 3 buts à domicile contre Lens? Est-ce que c'est inquiétant d'avoir concédé autant d'occasions contre Lille? Là oui, peut-être un peu plus. Personnellement, je trouve que Marseille a peut-être eu des petits problèmes défensifs ces derniers temps, même si ça s'est pas vu en Europa League où ils ont bien dominé, mais en Ligue 1, je les ai trouvés plus fébriles qu'en début de saison. Ça, c'est un fait par contre. Bah, c'est là où on va arriver à un peu la grosse partie de cette vidéo, hein, le plat de résistance un peu, ça va être qu'est-ce qui va pas, tu vois, enfin, voilà, depuis 5 matchs maintenant, sans compter Rennes, mais depuis un peu le Lokomotiv Moscou, voilà, qu'est-ce qui va pas chez l'OM. Tu parles de défense, je suis d'accord avec toi. Je pense que la défense, en fait, c'est surtout le système qu'il veut mettre en place, qui est vraiment très exigeant. Et tu vois, tu parlais de la défense en elle-même, mais bon, c'est peut-être une opinion peu commune, ou voilà, on va peut-être me reprendre de voler là-dessus. Mais comme je l'ai dit aussi, comme on l'a dit sur Twitter, c'était que la défense en soi contre Lens, elle fait pas un mauvais match. Parce que on a quand même. Alors oui, ils se prennent là. Il y a 2 buts. Ils prennent 2 buts. Et Lille fait aussi une barre transversale. Ils mettent aussi un poteau. Donc ça aurait pu être aussi un score plus lourd. Mais si on regarde le match dans son ensemble avec un peu de recul, sans les interventions innombrables de Balerdi devant Bourak, de Saliba et de Luan Pérez quand il a été repositionné dans l'axe à la sortie de Kaleta Tsar, c'est encore pire. C'est que vraiment, ces 3 défenseurs centraux, ils ont tenu la baraque, ils ont tenu l'espoir, même il n'y avait que 1-0, grâce à eux aussi. Je pense que la défense en elle-même n'est pas à remettre en cause dans le choix des hommes, mais c'est plus au milieu de terrain où vraiment ça a pris l'eau et ça a amené des vagues sur la défense. Et forcément, bah, n'importe quelle défense, elle voit le ballon arriver, et à un moment donné, il va y avoir des tirs, il va y avoir des erreurs, tu vois. Là, tu rappelles quelque chose pour moi qui est crucial dans le football, c'est que la défense, tu défends collectivement avant tout. Tu défends à 11, tu défends pas à 3 derrière, tu défends avec les 11 joueurs. Donc je pense que c'est plus sur l'animation défensive et là, on en vient peut-être à un des problèmes. Donc on peut pointer, peut-être que je te laisserai mieux le faire, c'est tu suis mieux encore que moi les matchs de l'OM, peut-être les dispositifs de Sampaoli. Moi, ce que je pense qui est peut-être un peu plus important, c'est le fait que les joueurs peut-être moins en forme qu'en début de saison, moins frais du fait de ces 3 matchs par semaine et que peut-être que le petit pas, le petit replacement défensif que tu le fais peut-être un peu moins. Le ballon que tu grattes au milieu, tu le grattes peut-être plus et c'est ça qui après amène du danger supplémentaire sur ta cage, plus qu'un problème de niveau intrinsèque de tes joueurs derrière. Bah, c'est ça, c'est exactement ça, parce que tout le monde est tombé sur Paolo Lopez et tout ça, blablabla, Mandanda. Mais en soi, moi je pense que le problème, c'est vraiment là, c'est le milieu de terrain qui était en début de saison vraiment impérial dans l'activité. On voyait vraiment des récupérations hautes du ballon, un pressing de tous les instants qui étouffait vraiment les adversaires. Et ces derniers matchs, on le voit moins. On voit plus des joueurs attentistes, des joueurs peut-être moins volontaires, comme tu l'as dit, peut-être aussi un peu moins frais, du coup, pour faire les efforts, c'est quand même un peu plus difficile. Et là, tu vois, je profite de ta petite perche que tu m'envoies. C'est que c'est aussi un point qu'on voulait aborder. C'est le manque de continuité dans les dispositifs tactiques, dans l'animation un peu du milieu de terrain et de son équipe et du choix des joueurs de Sampaoli. C'est que on a pris les 3 derniers matchs de Ligue 1, donc Angers, Lens et Lille. C'est peut-être le même dispositif, un peu en 3-3-3-1, là, voilà, un peu ce dispositif hybride, mais le choix des joueurs interpelle beaucoup. Alors, je te propose de commencer par Angers. Donc là, on l'a sur le terrain, enfin sur l'écran. On a, du coup, comme tu as dit, ils avaient fait tourner après le match du Lokomotiv Moscou. Donc on s'était retrouvé quand même avec une équipe, une défense déjà, Kaleta Tsar, Balerdi, Amavi. Qui a pas du tout, qui a confirmé les intentions de Sampaoli de vouloir se débarrasser de Kaleta Tsar et d'Amavi parce qu'ils n'ont pas du tout donné satisfaction. On avait du coup en piston gauche, en piston droit déjà Paul Lirola, que moi je trouve que c'est sa place dans ce système. Un double pivot Camara Rongier et déjà là Gerson à gauche. Le pendant de Lirola, Gerson, qui est plutôt un milieu organisateur, qui est plus un contrôleur de tempo, dans le sens où c'est pas le genre de joueur à te faire des allers-retours sur un côté
pour justement comme Paul Lirola peut le faire, tu vois. Déjà là, Ouais. Ouais, ça fait tiquer, sachant que il y avait Luis Enrique qui était lui positionné un peu plus haut en ailier que lui. et sur ce match, Luis Enrique qui aurait dû donner la victoire peut-être à l'OM sur l'occasion une grosse occasion qu'il a en première mi-temps. Là, si on se recentre un peu plus sur le positionnement de Gerson, moi aussi ça me fait tiquer parce qu'en fait, là, du coup, on va s'attaquer peut-être un peu à la performance individuelle du joueur, alors que le gars en soi, il joue même pas à son vrai poste, donc c'est difficile vraiment de le juger. Sur un match à Angers en plus, une équipe qui joue pas mal sur les côtés, qui a des joueurs quand même vraiment d'expérience, qui savent vraiment bien jouer un gros match de Ligue 1. Lui, il débarque, il a 24 ans. C'est pas facile pour Gerson de jouer comme ça sur le côté gauche. Donc ça, moi aussi, ça m'interpelle, mais en même temps, ça fait partie de la stratégie de rotation de Sampaoli et je pense qu'elle est quand même nécessaire cette stratégie de rotation si tu veux tenir sur l'ensemble de la saison à ce rythme-là. C'est ça, et comme tu dis, voilà, là on voit le côté gauche Gerson à ma vie, Gerson qui est pas à sa place et qui est pas non plus un défenseur dans Mmh. l'âme. Manso et Cabot sur leur côté, ça a été open bar, laisse tomber, hein. Bah oui, bah Ils se oui, sont fait ils ont mis plaisir, des hein. courants d'air toute la soirée. Bah oui. C'est ça exactement. Donc déjà, voilà, on a cette disposition là. Bon, on sait que le positionnement des joueurs avec Sampaoli n'est pas figé. Gerson n'a pas passé son temps non plus tout le temps à gauche. Rongier a pu prendre un peu ce rôle, mais tu vois, ça reste des milieux centraux un peu qui jouent pas à leur poste. Tu vois. Alors, ok, ils ont une grosse animation, ok, c'est peut-être pour garder le ballon, mais il y a peut-être mieux à faire dans ce dispositif-là, quoi. Et c'est là où on va pouvoir parler du coup du match de Lens, où là, cette fois-ci, on a le retour des titulaires en défense. Donc la défense Saliba, Balerdi, Perez qui a fait son match. Et au-delà de ça, un autre milieu de terrain. Donc là, on avait Gay, Gerson, Rongier. Gendouzi un peu plus devant. Donc là aussi, ça peut ça peut poser des questions. Gendouzi, est-ce que c'est vraiment un 10 Là euh... Vas-y, vas-y. oui, c'est vrai que là, c'est plus compliqué. En plus, tu as l'impression d'avoir un peu trop les mêmes profils de joueurs, là. Tu mets 4 joueurs qui ont un profil pas tout à fait similaire, mais qui ont un profil semblable. Donc est-ce que c'était vraiment pertinent de mettre ces joueurs qui sont des joueurs centraux, sachant que tu as déjà 3 défenseurs centraux? Là, il manque quelqu'un, il manque minimum un joueur sur un côté là pour boucher quelque C'est part. là où tu dois écarter le jeu. Mmh. Bah C'est oui. là où vraiment tu dois proposer justement des latéraux, des pistons, hein, de toute façon, voilà, où peut-être que le poste de Gendouzi, il n'est pas nécessaire et que finalement tu peux réorganiser un peu ton milieu pour proposer, ok, toujours des joueurs d'axe, un peu des milieux qui gravitent comme ça au milieu de terrain, qui changent de poste, mais aussi un vrai ailier pour écarter le jeu et justement laisser un peu plus d'espace pour ces joueurs au milieu. Parce que là, ça te concentre tout là au milieu et si t'as pas la réussite dans la première touche de balle, dans la qualité technique, c'est là où tu prends des vagues et c'est ce qui s'est passé contre Lens. C'est qu'à la moindre perte de balle, t'avais Fofana qui a fait un match exceptionnel dans la projection vers l'avant. Et là, t'avais Machado et Frankowski en piston côté Lens qui ont joué ce rôle de on écarte et on file sur le côté. Mmh. Et les buts sont venus de là. Et ça, donc ça, c'est clair, c'est un constat qui est clair et je pense que Sampaoli s'est trompé donc dans son approche, mais peut-être parce que moi, mon avis, c'est qu'il a vu qu'il n'avait pas Camara et il a voulu essayer de compenser au milieu par peut-être un milieu encore supplémentaire pour compenser l'absence de Camara et c'est là pour moi son erreur, c'est qu'en fait, avec la rotation qu'il a sur le banc, il n'a pas besoin vraiment de vouloir renforcer son milieu parce que tu as déjà des joueurs qui sont capables, je trouve, de faire bien le job, surtout pour un match à domicile de Ligue 1, même face à un adversaire chiant à jouer. Donc là, pour moi, il s'est planté surtout sur ce point-là. Moi, pour moi, c'est une question de Camara. S'il avait pu aligner Camara, selon moi, il aurait pas joué avec autant de milieu de terrain. Là, ces derniers matchs, on a bien vu que Camara était indispensable, hein, était vraiment un joueur important du Ouais. dispositif. Et voilà. Après, du coup, dernier match, Lille, avec cette grosse défaite là. Et encore une fois, une expérimentation de Sampaoli qui a voulu mettre Pérez en piston de gauche, peut-être pour sécuriser un peu ce qu'on avait vu contre Lens, un peu ses faiblesses sur le côté,
En mettant Kaleta Tsar en défense centrale, ça n'a pas porté ses fruits. Et là, en replaçant du coup Gerson en milieu central, vraiment en 6. Donc là, encore une fois, tu as mis Gerson sur un côté dans ton milieu pendant 2 matchs. Là, tu le repositionnes à un poste, je pense qu'il n'est toujours pas le sien, parce que c'est pas un récupérateur. Je pense que Gerson, c'est un mec qui peut très bien jouer avec un mec comme Camara à côté de lui. Vraiment, 2 profils différents. Même Guendouzi, je pense, à côté, vraiment, mais sans trop, dans un milieu vraiment au centre, parce que Guendouzi, là, était vraiment plus porté à droite. Ça peut plus porter ses fruits. Et en parlant de droite, on a du coup Lirola qui est placé en ailier droit cette fois-ci. Mais du coup, là, si juste je me fixe juste un petit peu sur Gerson avant de peut-être d'évoquer Lirola. Gerson, selon moi, ça aurait pu être sympa de l'avoir dans ce rôle-là, mais dans un match où tu vas dominer ton adversaire, dans un match où tu vas avoir la possession de balle. Là, il va peut-être pouvoir orienter le jeu et cetera d'une manière un peu plus reculée. Alors que c'est pas ce qui s'est passé face à Lille. Face à Lille, ils se sont fait manger et du coup, là, tu te rends compte que ce joueur n'avait pas du tout la capacité de récupérer les vagues, d'endiguer les vagues adverses et c'est pour ça que du coup, des joueurs comme Yilmaz, comme Jonathan David, ont vraiment martyrisé la défense olympienne. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant tout ton dispositif ou ton milieu de terrain qui prend l'eau et du coup, derrière, tu prends l'eau aussi. Et si je poursuis sur Lirola, en effet, moi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut le placer en piston parce que c'est vraiment un joueur qui va être capable de faire les allers-retours, qui va apporter défensivement et quand il est placé trop sur le terrain, tu te prives de son apport défensif et en même temps, c'est pas son poste de base, donc il va pas te créer, c'est pas un magicien, il va pas te faire comme De La Fuente ou comme Under, il va pas te faire des différences incroyables, donc tu te prives vraiment de sa qualité alors que c'est un joueur vraiment très précieux de l'équipe. C'est ça, c'est que tu te prives vraiment Mmh. du surnombre qu'il peut apporter. C'est-à-dire que c'est pas celui qui va te créer les occasions, qui va, voilà, comme tu dis, à la Luis Enrique, Conrad de la Fuente, Under, ou même Dieng quand il est placé sur un côté. C'est pas celui qui va te créer, c'est celui qui va vraiment juste créer le surnombre et du coup apporter le danger par ses bons centres. Et c'est dommage de l'avoir à ce poste-là. Donc c'est vraiment ces ajustements, un peu ces tâtonnements tactiques un peu qu'on a vu de la part de Sampaoli, qui peuvent expliquer aussi le manque de repères, le manque de continuité dans le jeu, et d'avoir vu vraiment une équipe des fois perdue. Ouais. Ouais, ouais, Ah, donc là, si on est là, on est aux 3 quarts de la vidéo, si on résume vite fait, on a les tâtonnements tactiques de Sampaoli, l'absence de Camara qui est quand même un point central et plus le fait que certains joueurs soient émoussés physiquement de l'enchaînement des matchs. Après moi, pour moi, Sampaoli, peut-être si je te lance peut-être un petit peu sur une projection, Sampaoli pour moi, il va se ressaisir. À mon avis, il a compris ce qui s'était passé sur ces dernières semaines et je pense qu'il va commencer à plus fixer certains joueurs à certains postes par rapport à ce qu'il a déjà pu voir avant la trêve. oui, je pense que là, tu vois, pour le coup, la trêve, elle arrive vraiment bien pour l'OM. Mmh. Ils vont pouvoir vraiment travailler dessus. Et je suis certain qu'ils vont revoir le match contre Lille, ils vont revoir le match contre Lens. Ils vont analyser voilà, ce qui allait pas. Et là-dessus, ça, oui, j'en m'en doute pas. J'en doute pas qu'il va pouvoir trouver les ajustements tactiques. Par contre, du coup, tu vois, avant de passer un peu au calendrier à venir pour l'OM, un peu au futur, j'aimerais pointer quand même du doigt le fait que c'est pas juste le dispositif tactique qui ne va pas. Je trouve aussi qu'il y a certains joueurs qui ne répondent vraiment pas aux attentes, qui ne sont pas au niveau en ce moment depuis quelques matchs. Je pense à Amin Harit, qui a très bien débuté contre Rennes, un bon match. Mais depuis, il a du mal à trouver sa place, à jouer simple, tu vois, à prendre ce rôle que Dimitri Payet a quand il est sur le terrain, de meneur de jeu, de leader technique de l'équipe. En regardant les matchs de l'OM, je trouvais qu'il ralentissait beaucoup le jeu en transition, avec beaucoup de touches de balle, toujours un peu plus, alors que des fois, il y a des solutions très simples pour vraiment, du coup, apporter ce décalage dans la défense. Donc voilà, Amin Harit. Je trouve aussi que Bamba Dieng est meilleur dans l'axe du terrain que sur un côté. Je pense qu'il faut arrêter avec Bamba Dieng sur un côté. C'est un joueur, tu sens qu'il a l'instinct qui se développe d'un neuf, voilà, dans la surface, mais c'est pas un ailier, je trouve. Surtout quand tu as des Luis Enrique, Conrad de la Fuente qui attendent sur le banc.
C'est qui dommage. sont eux des vrais ailiers dribbleurs qui peuvent te faire une différence, tu vois. Euh, Bah, surtout dans le football moderne où tu as besoin vraiment de joueurs qui vont provoquer et créer des différences sur les côtés. Pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir des joueurs comme ça, c'est le profil recherché et juste vite fait, peut-être avant que tu poursuives, moi, je suis beaucoup le foot allemand. Harit est prêté par Schalke 04 et c'est déjà un reproche qu'on lui fait beaucoup en Allemagne. C'est-à-dire que même dans une équipe en difficulté comme Schalke, il a essayé souvent de prendre le jeu à son compte, mais malgré son immense talent, parce que moi je trouve que c'est un joueur qui est très talentueux, il avait toujours tendance à ralentir le jeu de son équipe parce qu'il veut prendre la pression sur lui, il veut prendre le jeu, pour lui et parfois du coup ça dessert un petit peu le collectif. Mais je pense qu'il est capable d'épurer son jeu parce que c'est un joueur très technique et là par contre ça va être, je pense, le job de Sampaoli de réussir à l'intégrer mieux dans cette tactique et de lui faire prendre conscience qu'il doit simplifier son jeu. Il est là depuis pas très longtemps. Moi je pense que Harit va s'intégrer dans cette équipe de Marseille. Bah, en tout cas, on espère parce que là, pour l'instant, c'est vraiment pas convaincant en tant que parce qu'il a été recruté pour ça, hein, pour un peu suppléer Dimitri Payet dans ce rôle de meneur de jeu. Tu vois, dans l'effectif de Marseille, je vois pas quel joueur peut prendre cette place-là. Tu vois, en milieu offensif, peut-être Gerson dans un profil un peu plus organisateur. En 10 un peu, mais en soi, bah, leader technique un peu pour faire la différence sur une passe, sur un dribble, sur une frappe, il n'y en a pas d'autres. Donc dans un calendrier aussi chargé, Marseille va avoir besoin d'un rythme d'un bon niveau en tout cas. Mais du coup, le fait est que selon moi que c'est vraiment justement un joueur qui est capable de ça. Même s'il va pas faire que des bonnes prestations, il est capable déjà de ce coup d'éclat comme Payet. Après là, donc il aura ses coups d'éclat dans la saison. À voir par contre, ouais, collectivement comment il va s'intégrer dans l'équipe, c'est ça la vraie question. Mais sinon il va avoir des passes décisives, il va avoir des buts. Ça pour moi, ça fait pas trop de doute. Bah, le truc, c'est que est-ce que c'est un joueur de coup d'éclat ou est-ce que c'est un très bon joueur? Tu vois, Pour c'est l'instant, aussi c'est un ça joueur de qui coup d'éclat. va, c'est aussi ça qui va déterminer son niveau et comment on va le considérer. C'est-à-dire que est-ce que ça va être un, je sais pas quel autre joueur un peu à ce profil-là de joueur très talentueux mais qui fonctionnait par action, tu vois, par coup d'éclat. Bah, le paroxysme de ce joueur, c'est Hatem Ben Arfa. Adel Tarabt aussi. Abdel Taarabt, ouais. Ouais. Parce que Ben Arfa, il marchait comme ça sur des coups d'éclat, mais il a quand même eu des grosses saisons où il a été vraiment régulier. Tu vois, je pense à sa première saison à Newcastle, et où il a vraiment performé régulièrement, voilà, avant de baisser un peu et tomber dans l'irrégularité. Quand il est revenu à Nice pendant toute une saison avant d'aller au PSG, bah en fait il mettait la misère à tout le monde en Ligue 1, mais sur toute une saison. Donc est-ce que Aminarit c'est Adel Tarabt un peu qui a fait quelques petits trucs, voilà, un joueur de highlight YouTube, tu vois, genre waouh, skills and highlight 2021 machin, ou est-ce que c'est vraiment un Non, très non. bon joueur? Pour moi, il vaut mieux qu'Abdel Taarabt. Il a montré en Allemagne, en Bundesliga, quand même, dans une équipe comme Schalke. Quand Schalke a fini deuxième de la saison, Harit est un joueur important de l'équipe. Donc pour moi, il a déjà montré qu'il était capable de faire une saison pleine à ce niveau-là et il se retrouve dans une configuration un petit peu similaire que ce qu'il avait connu dans le Schalke, dominant en Bundesliga avec l'OM. Donc moi, je te dis, je continue de faire confiance. Il est arrivé assez tard. Il vient d'une équipe en difficulté, donc il faut quand même qu'il reprenne un rythme, plus soutenu. Je me fais pas trop de soucis pour Harit, en plus, pour moi, Sampaoli, c'est par rapport au jeu qu'il pratique, il est tellement capable de faire simplifier le jeu à un joueur comme ça que moi, Bah, ça me pose pas franchement, ça me pose pas de problème. Ses performances actuelles me posent problème, mais pas son avenir à l'OM. ouais, voilà, t'es optimiste quant à la suite, quoi. Toi qui l'as Ouais. un peu mieux suivi en Bundesliga. Donc, eh ben, là est venu le moment de regarder un peu l'avenir pour Marseille. Avec les prochains matchs, parce qu'on a aussi pourquoi on a décidé de profiter de cette trêve internationale pour parler de l'OM, parce que aussi c'est un moment charnière, parce que les 4 prochains matchs qui arrivent vont être très très intéressants à suivre, justement dans l'optique de casser cette dynamique, un peu cette spirale négative. Déjà, en reprise de la Ligue 1, ils vont recevoir Lorient, qui n'est pas un cadeau au vu de la forme de Lorient en ce début de championnat, parce que je vous rappelle, je vous remets le classement. Euh, Ils sont juste derrière, avec le même nombre de points.
Donc attention à ne pas non plus, tu vois, genre prendre déjà du retard, même si tu as toujours un match en moins, blablabla, on va y revenir. Mais bah tu te fais dépasser par Lorient, bah déjà tu prends 3 points de moins, en moins. Donc déjà rien Non, qu'avec ton match en retard, tu peux plus les rattraper ou tu peux plus passer devant. c'est ça, c'est Voilà. ça. Et Lorient a un point commun avec Lens qui a battu l'OM, c'est d'avoir un dispositif similaire, un collectif très sûr et d'avoir fait tomber et Monaco et Lille. Donc ça fait 3 points communs avec Lens et donc ils vont se présenter un dimanche soir à Marseille. Donc ça va être là l'occasion pour Marseille de remettre les pendules à l'heure, de montrer que contre Lens, tu qu'un accident et que face à une équipe comme Lorient, ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils vont à domicile être capables de mettre un rythme très élevé pour les battre. Bah, surtout que le match contre Lorient, ça va être un match aussi chargé en émotions parce que ça va être aussi l'hommage à Bernard Tapie. On s'attend quand même à une belle cérémonie d'avant-match et tout ça. Enfin, je pense que ça va vraiment être. Les conditions sont réunies, tu vois, contre Lens. Il y avait eu la cérémonie pour le supporter qui était décédé en revenant d'Angers. Là, je pense que c'est encore un autre niveau. Tu vois, il y aura eu la trêve internationale pour faire un peu le deuil et pour un peu, voilà, accepter. Et les conditions sont réunies pour l'OM pour dire, bah, à cette occasion spéciale, à domicile, on retrouve notre public qui est derrière nous depuis le début. Là, même s'il y a des résultats qui sont pas bons en championnat, on a rarement vu un public de Marseille qui était quand même encore autant derrière leur équipe dans des moments un peu durs comme ça, un point en 3 matchs. Donc autant taper du poing sur la table et j'y viens du coup aux autres matchs. Il faut même, c'est impératif qu'ils gagnent contre Lorient parce qu'après, il y a un petit déplacement à la Lazio 4 jours après. 3 jours après, on a la venue du Paris Saint-Germain. Et 3 jours après, on a le match en retard contre Nice. Là pour toi, comme ça, quand tu vois le calendrier, quels sont les matchs à cibler? Vraiment les matchs cruciaux? Ils peuvent pas se permettre de faire une impasse. Pour moi, là, pendant 10 jours, ils doivent revenir parce que, tu vois, j'aurais été tenté de te dire, ouais, bah, l'Europa League au pire, mais t'as que 2 points. Et si tu commences à perdre contre la Lazio et que dans le même temps, t'as Galatasaray ou le Lokomotiv Moscou qui gagne, tu peux te retrouver à la fin de la phase aller avec 3-4 points de retard sur les équipes qualifiables. Et là, tu peux rater le train, tu vois, qui passe. Donc, ils peuvent même pas faire l'impasse au cas où sur la Ligue Europa. Et c'est là où les 2 matchs nuls un peu frustrants rentrent dans le jeu parce que bah, tu te retrouves avec, au lieu de 2 points, tu te retrouves avec 4 points ou 6. Bah là, tu peux dire, bah la Lazio, on y va. Là, on fait tourner, on met Caleta-Tsar, on met Amavi, on met Luis Enrique titulaire, tout ce que tu veux, tu vois, on remet Milik en forme, ok. Mais là, non, tu peux pas, tu vois. Et donc en Là 10 là et jours, là ça pose, hmm, ouais, ouais, c'est ça, c'est que là, tu as quand même un gros problème qui se pose, c'est le match reporté de Nice. C'est-à-dire que c'est un match, on va pas refaire le débat, mais c'est un match que l'OM aurait dû gagner sur tapis vert et au final, là, il va être plus embêtant qu'autre chose parce que si tu avais pas le match de Nice, tu pourrais dire: «On se fait une grosse semaine et on enchaîne, avec en point d'orgue la réception du PSG, on donne tout, on les bat et après on peut récupérer tranquille», mais sauf que là, tu peux pas te dire ça parce que tu as Nice, dans la semaine. bah, c'est ça. Alors après, moi, c'est ça. Quand la date enfin, la date du match a été connue, moi, c'était aberrant en prenant, pour l'équité du match, en prenant. Parce que là, limite, c'est Marseille qui est puni, quoi. Parce que, en fait, Nice, ils vont arriver au match en retard, bah tranquille, quoi. Ils auront pas eu un déplacement en Europe parce qu'ils jouent pas l'Europe. Voilà, quoi. Alors que, bah là, en 10 jours, t'as Marseille, bah tu te tapes Lorient, la Lazio, le Paris Saint-Germain, Nice. Et après, tu vois, dans l'optique toujours des matchs tous les 3 jours, bah tu tapes Nice le 27 octobre. Le 31, tu dois jouer à Clermont. Le 4 novembre, 5 jours après, tu reçois la Lazio. Et 3 jours après, tu reçois Metz. Donc tu vois, même au-delà de cet écart un peu de 10 jours là où tu as 4 matchs vraiment, bah en fait tu l'augmentes à 20 jours. Bah en fait, tu as un calendrier encore infernal quoi avant la prochaine trêve internationale. Moi, je pense que là, par rapport au constat que tu fais, j'entends là ton argument, qui était très juste, hein, qu'il fallait pas prendre trop de retard en Ligue Europa et tout.
Mais je pense malheureusement que c'est un mal nécessaire de prendre le risque de faire tourner un peu en Europa League si tu veux après être compétitif en Ligue 1. Parce que le match contre le PSG tu vas laisser des plumes, quel que soit le résultat, tu vas laisser vraiment des plumes et il faudra enchaîner à Nice qui est lui ton vrai concurrent direct. Donc moi je privilégierais la Ligue 1 et derrière il te restera 3 matchs d'Europa League avec 2 réceptions, donc Après, potentiellement 6-7 points. est-ce que est-ce que limite, je sais que ça va être un blasphème pour tous pour tous les supporters marseillais, mais est-ce que le match Ah non, où non, tu fais l'impasse, n'y c'est pas pense le pas. PSG? Non, non, parce que tu es à domicile, tu as des ambitions et au contraire, pour moi, c'est le match où tu dois imposer ta force, montrer que tu es de retour dans le game. Ça fait trop longtemps que tu perds contre le PSG, que tu as du mal à les taper, L'année tu les as dernière, tapés ils ont une fois gagné en contre le 10 ans. PSG, hein. Oui, bah oui, tu les tapes une fois en 10 ans et donc là, c'est le moment de retaper du poing sur la table, de les gagner chez toi et devant ton public qui te suit. Non, tu dois faire ce cadeau de ton public qui est toujours derrière toi. Tu dois leur faire ce cadeau de tout donner contre le PSG. Même si tu perds ou fais match nul, tu peux pas laisser passer le match contre le PSG, ça c'est pas possible. Ouais, mais tu vois, je te Alors que disais ça dans le le sens match où, à la Lazio, tu limite, peux. alors, tu vois, si je te pose la question d'une manière différente, est-ce que le Paris Saint-Germain, le match contre le PSG, c'est pas le match où tu peux plus te permettre de le perdre? C'est le match où tu peux plus te permettre de le perdre, mais c'est pas le match pour moi où tu pars nécessairement perdant par contre. Non, mais par Parce que contre, le alors, je te PSG, parle pas de depuis le début partir de la perdant, saison, mais est sur le courant. tu vois, d'effectuer ce turnover sur ce match-là. Ouais, non, parce que tu peux pas te passer de tes 4 face au PSG, c'est ton grand rival. Tu es chez toi, tu dois les taper vraiment et comme je te dis, le PSG est sur courant alternatif depuis le début de saison. Donc ça veut dire que si vraiment tu mets les ingrédients pour, tu auras tes chances de réussir à les battre et si tu les bats, ça va recréer une dynamique qui peut être hyper intéressante. Tu peux pas privilégier le match à la Lazio alors qu'il te reste encore 3 journées d'Europa League derrière sur le match du PSG. Pour moi, c'est Le impensable. match Au contre le Vélodrome, PSG, Marseille doit tout faire pour battre le t'as encore PSG. 26 journées derrière. Et c'est Ouais, pas ton mais concurrent direct, tu tu vois. Je pense non que mais au jour d'aujourd'hui, je pense que, tu vois, en 3 jours, il y a le Classico et Nice-Marseille. Je pense qu'il y a pas mal de supporters de Marseillais qui préféreraient, à choisir vraiment absolument entre les deux, ils préféreraient gagner celui de Nice, tu vois. est-ce que tu es vraiment sûr que tu as plus de chances de gagner à Nice que de battre chez toi Paris Saint-Germain en faisant une furia, pendant 90 minutes? Oui, il y a moins de talent à Nice. Tu peux Z mettre la Nice Furia au Nice chez lui Vélodrome, tu peux mettre la Furia au Vélodrome, tout ce que Nice tu chez veux, et lui justement tu vas te prendre une accélération après un d'Mbappé. match, contre Paris. Et moi, en fait, je comprends pas. Là, c'est sûrement notre premier gros désaccord depuis qu'on tourne nos vidéos sur le Club 115. Mais je comprends absolument pas comment on peut imaginer jouer le grand rival chez soi devant un public qui va être en feu, en faisant potentiellement rien qu'une légère rotation. Pour moi, c'est impensable. Tu dois vraiment y aller, mais plein fer contre eux. C'est comme ça que Lyon les a tapés pendant plusieurs années. C'est comme ça qu'il faut les connaître. Tu sais que c'est une équipe qui est en difficulté quand tu leur mets une grosse pression. Non, non, Marseille doit battre Paris. Marseille doit être de retour dans le game. Je dis ça en tant que supporter neutre, enfin en tant que neutre tout simplement. Tu dois battre Paris. Tu peux pas me dire: «On va battre la Lazio chez elle, on va battre Nice chez eux et on fait match nul chez nous contre Paris, on perd contre Paris». C'est pas raisonnable. Ouais, moi je vois que. Après, je t'ai pas dit qu'il fallait déclarer forfait, mais juste, tu vois, le petit turnover qui va bien, genre en mode, bah, tu vois, les gros cadres marseillais, bah finalement, Under, t'es un peu sur le banc, tu vois. Finalement, bah, Gerson, allez hop, t'es un peu sur le banc. Balerdi, tu vois, bah hop, finalement, on va mettre Alvaro sur le terrain, tu vois. Tu vois, c'est ces espèces de petites retouches qui font que bah, après, tu peux te reposer sur ces joueurs-là aussi plus tard. On sait que pour Paris, Payet, Milik, ça va être devant. Mais tu vois, mais sur le banc, tu as quand même des joueurs aussi. Tu peux effectuer un turnover, surtout en attaque, qui peut poser des problèmes au PSG, tu vois. Même, je préfère limite que Lirola, c'est pareil. Lirola sur le banc. Par contre, sur les côtés, tu mets Conrad, Luis Enrique, des ailiers, tu vois, qui peuvent aussi poser problème. Donc tu peux poser problème au PSG sans pour autant cramer tes joueurs, tu vois. Et après, contre Nice, là, tu peux remettre Lirola en piston. Là, tu peux réintégrer Under. Tu peux remettre Balerdi. Enfin, tu vois, tu peux essayer de bricoler sans non plus faire un turnover complet des 11 joueurs, tu vois.
autant à la limite contre le PSG dans un match où il va te falloir je pense du caractère, peut te suivre sur Alvaro. Je pense même que ça peut être souhaitable d'avoir Alvaro en défense. Mais après un joueur pour moi comme Lirola en piston face à cette équipe du PSG, il peut vraiment être intéressant. Il peut leur faire mal parce que surtout que leur côté gauche, c'est un peu plus leur faiblesse déjà. Donc non, pour moi non, tu y vas avec ton équipe type contre Paris, c'est pas négociable en fait. Ou si on y connaît un peu, voilà, on verra ce que Sampaoli va faire. En attendant, bah, on va suivre ce que fait l'Olympique de Marseille en Europe et en Ligue 1. Au retour de cette trêve internationale, on couvrira tout ça bien sûr sur nos réseaux sociaux, hein, le Twitter surtout, et retrouver aussi des articles sur le site leclub115.com, sur Facebook aussi. Et puis en attendant, bah, n'oubliez jamais que le foot, ce n'est pas qu'une histoire de stats. Et puis en attendant la prochaine, bah, on vous dit ciao. Ciao.